Bonsoir tout le monde, je me nomme Mélanie Leray et je suis le superviseur des services francophones ici à Autisme Ontario. J'aimerais vous présenter la santé mentale, c'est important, stratégie pour les jeunes enfants. Quelques détails techniques. Les opinions exprimées dans ce webinaire sont celles des présentateurs, présentatrices et ne reflètent pas nécessairement celles d'Autisme Ontario. Prenez note qu'Autisme Ontario ne donne son appui à aucun produit, thérapie, traitement, stratégie, opinion, service ou individu en particulier. Nous appuyons cependant votre droit à l'information. À nos yeux, il est très important que vous fassiez vos propres recherches afin de prendre vous-même des décisions éclairées. J'aimerais également dire quelques mots sur le choix du langage employé durant cette présentation. L'autisme a une signification différente pour chacun. Les professionnels de la santé, les chercheurs et les fournisseurs de soins peuvent utiliser un thème, alors qu'une personne autiste ou sa famille emploiera un autre terme pour se désigner elle-même ou pour désigner un membre de sa famille. Les différents termes que vous entendrez pour décrire l'autisme correspondent soit à une perspective axée sur la personne d'abord, personne qui vit avec l'autisme, soit à une perspective centrée sur l'identité, personne autiste. Le langage axé sur la personne reflète l'idée selon laquelle l'autisme peut être séparé de la personne et ne la définit pas, comme les expressions « personne avec autisme », tandis que le langage axé sur l'identité reflète la conviction que l'autisme est une partie importante de l'identité d'une personne et ne peut en être séparé. Pour respecter ces deux préférences, nous utiliserons indifféremment l'un ou l'autre terme tout au long de ce webinaire et nous respecterons également toutes les désignations que vous préférez personnellement. Vous trouverez dans la section ressources plus d'informations concernant la déclaration d'Autisme Ontario sur le choix du langage. Nous vous rappellerons qu'au cours de cette présentation, nous ne pourrons pas répondre aux questions concernant spécifiquement votre enfant ou une personne avec laquelle vous travaillez ou que vous connaissez. Nous discuterons de stratégies générales et ou d'activités où nous vous indiquerons où trouver des informations supplémentaires et d'autres professionnels que vous pourriez consulter à des fins de suivi. Commençons maintenant notre présentation avec Mme Mélanie Speck. Bonjour Mélanie. Hey, salut, ça va bien? Ça va bien. Donc, merci. Donc, il me fait plaisir d'être votre présentatrice pour cette mini-série de webinaires. Donc, nous allons débuter avec le programme, donc les stratégies environnementales. Nous allons aussi discuter des stratégies cerveau-corps, donc les stratégies sensorielles, les stratégies de pleine conscience, aussi les stratégies de connexion et développer une littératie émotionnelle. Donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas de soumettre vos questions et à la fin, on pourra les répondre. Donc, on débute. Stratégie. Donc, certains points à considérer. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter de différents types de stratégies. Nous allons aborder les stratégies pour le mode de vie et les stratégies pour parents qui peuvent aider à soutenir la santé mentale de toute la famille. Ce sont des changements que vous pouvez effectuer si vous pensez qu'ils pourraient aider votre famille. Les stratégies cerveau-corps s'appliquent davantage à votre enfant autiste. Vous pourriez peut-être en faire l'essai avec votre enfant quelques-unes à la fois. Soulignons aussi qu'il peut être utile de prendre en note les stratégies essayées et leurs résultats. Si vous avez accès à une équipe thérapeutique, elle peut vous aider à recueillir des informations sur l'efficacité ou l'inefficacité d'une stratégie et sur la manière de modifier ou de changer pour essayer quelque chose d'autre. Si vous n'avez pas accès à une équipe thérapeutique, vous pourriez tenir un journal ou un registre pour noter le comportement de votre enfant avant, durant l'essai d'une stratégie et son comportement après. Gardez à l'esprit que le changement peut être difficile et peut prendre du temps. Vous pouvez avoir l'impression de faire 2 pas en avant et 1 pas en arrière, mais dans l'ensemble, si les choses s'améliorent, il se peut que la stratégie ait un effet. Donc, la première série de stratégies que nous allons aborder sont les stratégies qu'on appelle le mode de vie ou environnemental. Vous vous souvenez peut-être que lorsqu'on parle de santé mentale, on parle de nos pensées, nos sentiments, nos émotions et nos comportements, la façon dont on agit et de la façon dont nous réagissons au stress ou même aux difficultés de la vie quotidienne.
Le stress ou les difficultés peuvent prendre la forme de quelque chose qui survient dans notre environnement, comme un bruit fort, ou ça peut être l'apprentissage d'une nouvelle habileté, donc une habileté scolaire comme apprendre l'alphabet ou une habileté de vie courante comme mettre nos souliers, ou encore ça peut être un changement dans notre routine habituelle, comme l'arrivée d'un nouvel enseignant ou un changement dans l'horaire. Les stratégies environnementales sont celles qu'on peut appliquer tout au long de la journée et d'une journée à l'autre peut intensifier les sentiments de sécurité et de prévisibilité qui aident notre cerveau à demeurer calme et régulé. Donc, certaines stratégies environnementales, avoir un horaire prévisible. Il n'est pas nécessaire de faire les choses exactement au même moment ou dans les mêmes ordres, mais la journée présente un flux et une structure sans qu'il y ait beaucoup de nouveaux défis à relever. Utiliser des appuis visuels pour communiquer les attentes claires et les changements d'horaire. Ceci peut s'appliquer à la maison ainsi qu'à l'école. Encore une fois, la prévisibilité permet de limiter les surprises ou les changements qui peuvent être considérés comme étant stressants par votre enfant. Donc, autre stratégie environnementale, les activités à haute énergie ou à basse énergie. Voir ce que la journée est un flux, avec des occasions de bouger, de faire de l'exercice et de sortir à l'extérieur, ainsi que des moments pour se calmer, s'apaiser et aussi pour se ressourcer. Gestion de transition est aussi importante, surtout quand on passe d'une activité à l'autre. Communiquer clairement, donc donner un préavis de 5 minutes et faire le décompte. Proposer des plans pour transitionner à une autre activité. Comme exemple, c'est l'objet de transition. Laquelle de tes voitures veux-tu amener avec toi? Préserver un jeu pour y revenir plus tard. Est-ce qu'on défait le casse-tête ou est-ce qu'on le laisse comme ça pour y revenir plus tard pour le terminer? Utiliser des chansons, des histoires ou même des actions pour maintenir l'intérêt des enfants pendant les périodes de transition. Une autre astuce pour faciliter la prévisibilité est d'avoir une chanson pour le nettoyage, pour défiler d'une activité à une autre. Vous y retrouverez amplement de ressources en ligne ou même demander aux éducatrices de la garderie ou à vos enseignantes quelle chanson qu'ils utilisent pour les transitions. Le temps d'écran. Donc, la recherche indique que les enfants sur le spectre de l'autisme sont exposés à plus de temps d'écran que leurs pairs neurotypiques. Et c'était même le cas comme avant la pandémie. Des recherches comparatives montrent également qu'un temps d'écran élevé est associé à une augmentation à la fois de comportements intériorisés, comme l'anxiété, et des problèmes de comportement à défi, donc extériorisés. Le temps d'écran est inévitable dans notre culture et compte tenu des circonstances des dernières années, mais j'aimerais que nous prenions toutes et tous conscience du temps d'écran que nous accordons à nos enfants, car on sait que ces risques existent. L'hôpital à Toronto de Sick Kids recommande que les enfants de 2 à 4 ans passent moins d'une heure, oui, moins d'une heure par jour devant un écran, peu importe le type d'écran, que ce soit un ordi, télé, iPad. Et les jeunes de 5 à 17 ans, moins de 2 heures par jour. Vous avez bien compris, ils suggèrent moins de 2 heures par jour. Donc, lors du webinaire d'introduction, nous avons présenté la façon dont notre cerveau et notre corps sont reliés par le système nerveux. Nous avons aussi expliqué comment l'information qui nous est communiquée par l'intermédiaire de nos sens est interprétée et traitée par le cerveau, ce qui conduit ensuite à une action, à un comportement ou à une réaction qu'on peut observer et employer comme indice. Nous avons également discuté de différentes sections de notre cerveau. Donc, notre cerveau de survie, reptilien, notre cerveau émotionnel et notre cerveau cognitif, notre cerveau pensant. Si on se rappelle que pour les jeunes enfants, le concept de santé mentale signifie la capacité à demeurer calme et régulé et à réagir aux difficultés ou aux stresseurs de l'environnement, alors on peut comprendre comment ces stratégies cerveau-corps dont nous parlons maintenant consistent à fournir à travers le système nerveux des informations sensorielles qui permettent à notre cerveau
notre cerveau de survie, de se sentir en sécurité, calme et régulé pour que nous puissions accéder aux autres parties de notre cerveau. Donc, soit le cerveau émotionnel ou notre sentiment de connexion avec autrui, et le cerveau cognitif qui nous permet d'apprendre, de résoudre des problèmes. Ces stratégies comprennent des outils reliés. Donc, au comportement de recherche, si vous avez un enfant animé qui cherche constamment un surplus de stimuli sensoriels, il ou elle pourrait bénéficier de stratégies ou d'outils sensoriels qui couvrent le mouvement. Donc, sauter, tourner, se balancer, le rythme, donc la musique, des mouvements rythmiques comme se bercer ou la balançoire, la pression profonde comme un gros câlin. Des travaux physiquement difficiles, donc pousser ou tirer une voiturette ou un chariot lourd. Ouais, vous savez, comme porter un sac à dos lourd aussi. Même l'exploration tactile, comme un bac d'exploration sensorielle, table à sable, jeux d'eau, bave gluante, mousse, les bulles, les pâtes à modeler. Vous pouvez retrouver plusieurs stratégies discutées dans le webinaire de la boîte de bien-être où nous discutons davantage d'exploration tactile. Donc, des comportements d'évitement, de notre côté, si votre enfant est facilement bouleversé par certaines sensations ou certains aspects de leur environnement, il ou elle pourrait bénéficier d'outils et de stratégies qui contribuent à réduire ou à atténuer ces sensations, comme un casque sensoriel ou anti-bruit pour réduire le bruit, des moufs-oreilles, des verres fumés pour atténuer les lumières vives ou les bruissements, et un coin douillet, donc un lieu tranquille où on peut se réfugier pour calmer le système nerveux. Je pense que nous en avons tous besoin d'un coin calme, comme elle dit aussi. Mais l'idéal, les outils sensoriels sont prescrits par un ou une ergothérapeute. Si vous en avez un, il peut recommander le type le mieux adapté à votre enfant et aider à équilibrer les distractions de certains outils. Les ergothérapeutes et les analystes du comportement agréés peuvent également aider votre famille à surveiller si l'utilisation de ces outils sensoriels permet d'atteindre les objectifs fixés. Pour plus d'informations sur les besoins sensoriels de votre enfant, vous pouvez consulter la série de webinaires Exploration des sens, dont le lien qui figure dans la section des ressources. La pleine conscience est une autre stratégie corps-cerveau. Donc, la pleine conscience est définie comme étant une approche en santé mentale qui consiste à apprendre aux gens à prêter attention au moment présent et à prendre conscience de leurs sensations corporelles, de leurs sentiments, de leurs pensées et de les 5 sens, donc étant l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher, la vue. Ces stratégies comportent des aspects liés à la respiration et à la concentration de l'attention. Prendre des respirations profondes et contrôlées accroît l'apport d'oxygène et aide à calmer et apaiser le corps et le système nerveux davantage. La recherche montre que les activités de pleine conscience ont un impact positif sur le bien-être des jeunes enfants et des personnes aidantes. Comme on dit en anglais, c'est un win-win. On y trouve en ligne ou même sur Pinterest une foule d'activités et d'exercices de pleine conscience. Vous pouvez certainement trouver qui conviendront à votre enfant. Pour les jeunes enfants, les stratégies plus tangibles sont souvent les plus efficaces, comme faire des bulles pour s'entraîner à respirer profondément, ou faire semblant que notre doigt est une bougie d'anniversaire qu'on éteint en soufflant dessus. Ou même préparer un chocolat chaud ou un thé décaféiné. On ferme les yeux, on inspire l'odeur du thé et doucement, on souffle la vapeur pour le refroidir. J'ai également travaillé avec des familles qui préfèrent utiliser des balados ou des listes de diffusion, donc des playlists, qui guident les activités de pleine conscience. Si vous cherchez des balados, Spotify est une excellente source avec une grande variété. Vous y retrouverez quelques exemplaires dans votre liste de ressources. Donc maintenant, nous allons discuter des stratégies connexion. Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction de cette série, la connexion, l'engagement et la co-régulation sont toutes des stratégies importantes pour soutenir la santé mentale de votre jeune enfant. On les appelle parfois des stratégies service-retour.
dans le sens où il se produit entre vous et votre enfant des interactions réactives qui favorisent un sain développement émotionnel et social. On a démontré que ce type d'intervention améliore non seulement la santé mentale et les comportements externes d'un jeune enfant, mais aussi la santé mentale des personnes aidantes. Donc, le contenu de ces stratégies, donc un jeu dirigé par l'enfant et exploration des intérêts particuliers. Donc, l'approche Floor Time, en anglais, est un traitement pour les jeunes enfants autistes qui est basé sur des données probantes et dont les bénéfices sont avérés. Il existe d'autres philosophies similaires comme le miracle de 10 minutes, 10-minute miracle en anglais, mais l'idée générale est la suivante. 20 minutes par jour, demeurez au sol avec votre enfant, participez à son activité, participez dans son petit monde. Un autre modèle similaire est le Early Start Denver Model, qui consiste à devenir une présence apaisante dans le monde de votre enfant avant d'essayer d'interrompre le jeu ou de le diriger d'une manière différente. J'aime ce modèle, puisqu'il vous incite à trouver le sourire de votre enfant. Par exemple, en utilisant ce qui l'intéresse pour en faire un jouet ou un objet amusant. Vous trouverez dans votre liste de ressources un lien qui contient plus d'informations sur les modèles service-retour, Floor Time et aussi le Denver Early Start. Donc, il existe de nombreuses stratégies différentes basées sur le jeu qu'on peut appliquer pour continuer à renforcer la connexion. Donc, copier ou imiter, faire semblant, donc se brosser les cheveux, se peindre les ongles, jouer au docteur, de l'art comme la peinture, la mousse à raser, des peintures de doigts, des perles dessinées, la musique, la lecture. Les interactions positives comme le toucher et la joie viennent vraiment aider vos enfants à apaiser les situations qui peuvent être difficiles. Donc, la dernière stratégie dont je veux parler aujourd'hui est le développement de la littératie émotionnelle. Tel que discuté dans l'intro, l'autorégulation est très difficile, surtout parce qu'il faut du temps pour apprendre, pratiquer et comprendre la littératie émotionnelle. Les jeunes enfants n'ont pas la capacité ou les habiletés nécessaires pour y parvenir. Pour pouvoir s'autoréguler efficacement, votre enfant doit être conscient de ce qu'il ressent dans son corps, associer ce sentiment à un mot, à une étiquette d'émotion et trouver des moyens de résoudre cette émotion ou ce sentiment corporel. À ce stade, les parents peuvent commencer à présenter ce que sont les émotions et à quoi elles peuvent ressembler. Nous allons voir dans la prochaine diapo quelques exemples de façons de procéder. De nombreux outils et exemples aident à développer la littératie émotionnelle. Nous aborderons différents exemples tout au long de cette mini-série. Mais pour le groupe d'âge aujourd'hui, je me concentrerai sur des ressources hautement visuelles comme la ronde des émotions, la couleur des émotions et aussi Minilou vit un tourbillon d'émotions. Des lectures à voix haute que nous retrouvons en ligne ainsi que des photographies de personnes qui ressentent des émotions différentes. N'oubliez pas aussi des films comme Vice Versa, Inside Out, ou même des chansons comme Si tu aimes le soleil, tape les mains. La liste de ressources contient des liens menant des livres par l'intermédiaire d'une ressource en ligne appelée Aide Canada. Vous y trouverez une bibliothèque de ressources qui vous permet d'emprunter des livres, surtout en anglais, qui vous sont expédiés à la maison. Vous pouvez également consulter les ressources de votre bibliothèque publique locale ou votre bibliothèque scolaire, si l'école en a une. Je vous encourage à communiquer avec les prestataires de services avec qui vous collaborez ou même avec l'enseignant ou l'enseignante ou le personnel de la garderie de votre enfant et leur poser des questions sur la littératie émotionnelle pour voir s'ils peuvent vous aider à atteindre ces objectifs et acquérir ces habiletés. Favoriser la santé mentale de votre enfant. Donc, les prochaines étapes. Comme mentionné dans l'introduction, cette mini-série comporte 4 parties, dont 3 couvrent des stratégies propres à un groupe d'âge particulier. Si vous n'avez pas visionné l'introduction, vous pouvez trouver le lien sur la liste de ressources et elle est maintenant disponible sur demande. Nous vous encourageons à participer aux autres séances car elles peuvent proposer des stratégies qui seront utiles pour votre enfant et pour votre famille
quel que soit l'âge chronologique de l'enfant. Et ne vous en faites pas si vous ne pouvez pas assister aux autres séances. Nous enregistrons ces webinaires qui seront disponibles sur demande. Si vous souhaitez accéder à l'introduction ou si vous voulez y revenir plus tard, vous en trouverez le lien ici sur la diapo. Donc, pour nous contacter, veuillez s'il vous plaît nous appeler. Il y a aussi les appels sans frais, nos sites web et tous les médias sociaux que vous pouvez visiter sur notre site web. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté tout au long de cette présentation. Je suis maintenant prête à accepter vos questions. Donc, merci beaucoup, Mel, pour cette présentation fantastique. Et puis, je demande à tout le monde, si vous avez des questions pour Mélanie, vous pouvez les mettre dans la boîte de questions-réponses. Et puis, elle va être live pour répondre à vos questions dans quelques secondes. Merci tout le monde. Merci encore, Mel. Toujours avec plaisir. Donc, j'espère que vous avez tous aimé cette belle présentation. Donc, si vous avez des réponses ou des questions, par contre, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les mettre dans le petit chat avec le point d'interrogation. Donc, j'ai une première question. Vous avez mentionné que l'hôpital de Sick Kids suggère pour un enfant de 4 ans qui passe moins d'une heure à l'écran par jour. Si je diminue le temps de 4 heures à 1 heure, je risque de crises intenses et d'une très longue durée. Absolument, c'est sûr. Donc, il ne faut pas du tout couper le temps d'écran, dans un seul coup. Donc, il s'agit vraiment de diminuer le temps de 15 à 30 minutes par semaine et remplacer ce temps par une autre activité. Donc, des suggestions d'activités devraient être affichées, donc soit des pictogrammes ou même par des mots sur le frigo pour lui faire le rappel qu'il y a autre chose à faire ou autre activité qu'il peut faire. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En voici un autre. Mon enfant a de la difficulté quand il doit se coucher. C'est-à-dire, il ne veut pas s'endormir tout de suite. Ça prend parfois des heures avant qu'il se couche. Ça, c'est pas mal commun. Puis ça, c'est aussi avec nos enfants qui sont neurotypiques. Donc, en premier lieu, ce que je suggérais vraiment, ce serait que tout enfant devrait se débrancher au moins 1 heure avant le coucher. Ceci va encourager la reproduction d'hormones mélatonine qui nous fait ressentir la fatigue. Aussi, avoir un horaire prévisible de sa routine du soir. Donc, ça soit affiché soit dans la salle de bain, comme la salle de toilette, ou même dans sa chambre. Donc, comme exemple, brosser les dents, mettre mon pyjama, puis ensuite, lire un livre, mettre une collation là-dedans, mais avant qu'il se brosse les dents. Donc, juste avoir comme un horaire qui est prévisible pour l'enfant, en sachant que ça, c'est ma routine du soir, puis voici ce que je dois faire. Et aussi, en dernier lieu, ce serait engager votre enfant dans une activité relaxante. Donc, tel que faire un casse-tête ou dessiner ou même lire un livre. Si vous êtes consistant avec cette routine, vous allez vivre du succès. Est-ce qu'il y a autre questions? Même des répliques? Ou... Je vais attendre encore quelques instants. Mais j'espère que vous avez tous eu une belle longue fin de semaine et que vous avez profité de la belle température pour passer du temps dehors.
Donc, je ne vois pas de questions, Mel. Mais j'aimerais te remercier. Il y a une belle, dans la boîte de réception, il y a un merci beaucoup à toi. Et je veux te remercier définitivement pour avoir fait la présentation de ce soir. Et puis, j'encourage tous ceux qui sont avec nous ce soir à venir en ligne les prochains 2 mardis pour les prochaines sections de la santé mentale, c'est important, pour les suivis de les différentes tâches. Donc, encore merci mille fois, Mel. Et puis, on se revoit la semaine prochaine à 6h30 à la même place. Merci.